évoqué maintenant, pratiquement 2 mois après sa disparition, les pistes que moi, personnellement, je juge les plus probables. Enfin, les pistes qui restent, on va dire, envisageables, les moins farfelues, les moins fantaisistes, enfin, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, évidemment. Mais voilà. Bon, donc, ça fait 2 mois qu'il a disparu, l'enfant. Et on n'a absolument pas l'ombre pour l'instant d'une piste, ou du moins d'une piste, on va dire, communiquée par les enquêteurs, dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte et qui a désigné de juge d'instruction, puisque les faits avaient été requalifiés récemment de recherche des causes de disparition vers la qualification juridique de enlèvement, séquestration, arrestation, etc. Donc la piste criminelle, hein. Donc il paraîtrait qu'il y a quelques jours, des personnes du voisinage auraient été de nouveau auditionnées, sans qu'on en sache vraiment plus, hein. Après, ça paraît pas aberrant que des personnes soient auditionnées plusieurs fois, hein, évidemment, du voisinage ou de l'entourage ou des membres de la famille, hein, puisqu'il faut bien que les enquêteurs se dirigent vers un quelconque début de piste. Donc voilà. Ouais, donc je voulais en fait envisager pour moi les pistes qui paraissent le plus probable. Alors, moi, personnellement, j'écarte pas totalement la piste de l'accident. Alors, quand je parle d'accident sans intervention d'un tiers, hein, je veux dire par là que, effectivement, l'enfant se serait bien échappé du domicile des grands-parents pour aller, voilà, se promener comme il avait l'habitude de faire dans le hameau, dans la rue principale, au niveau de la fontaine, hein, qui se trouve au cœur du hameau, au niveau de la cabane, hein, éventuellement, qui n'est pas très loin non plus, hein. Quand on regarde sur Street View, on se rend bien compte que cette cabane qui a été construite, hein, par les enfants de la famille est vraiment à quelques pas, peut-être tout au plus 80 mètres du domicile des grands-parents. Donc, ce serait pas aberrant, voilà, il soit parti se promener et puis qu'il ait fait éventuellement une mauvaise chute, notamment s'il s'est dirigé du côté de la cabane, puisqu'il semblerait que le hameau soit bien à flanc de falaise, et donc notamment l'arrière du hameau qui donne vraiment, qui descend en pente raide ensuite, avec des fossés, des ravins, voilà. Donc éventuellement, il se serait promené dans le coin et il serait tombé, il aurait fait une mauvaise chute, il serait tombé dans un ravin et peut-être que malheureusement, malgré les fouilles qui ont été effectuées sur plusieurs jours, il aurait pu échapper à la, bah, pas à la surveillance, mais il aurait pu ne pas être retrouvé parce qu'il serait tombé dans un fossé, dans un trou, voilà, particulièrement encaissé, qui fait que malgré toutes les fouilles, on ne l'aurait pas retrouvé. Ça reste envisageable, hein. Même si c'est peut-être pas la piste privilégiée, mais on va dire que bon, ça reste possible. Bon. Euh, Au-delà de ça, après, il reste pas 36 solutions. Enfin, voilà. On écarte tout ce qui est étranger, hein, c'est-à-dire un enlèvement réalisé par un étranger. Pourquoi? Parce que le hameau est complètement perdu, hein. Il est isolé dans un cul-de-sac, au fond d'une impasse. Voilà. Il est pratiquement impossible qu'un étranger au village se soit rendu. Alors, un étranger au village déséquilibré et qui soit tombé par un enchaînement de concours de circonstances malheureux sur le petit Émile qui, comme par hasard, était tout seul, donc vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, moi j'y crois pas, hein. Personnellement, je pense que cette piste n'est clairement pas probable. Bon. Donc si on met voilà, si on garde de côté la piste de l'accident,
du petit Émile hein, qui est tombé. Qu'est-ce qui reste? Bah, il reste pas 36 solutions. Alors à mon humble avis, hein, ça n'engage que moi évidemment, on a donc l'intervention d'un tiers, hein, que ce soit, je le redis, même si certains vont pousser des cris d'orfraie, euh, un enlèvement perpétré par un membre de la famille, un ou plusieurs, ou alors quelqu'un qui côtoyait la famille, alors de près ou de loin, hein, ça peut être une connaissance, quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qui habite évidemment le hameau, hein, bien sûr, mais vraiment quelqu'un du coin, hein, quelqu'un qui est dans le secteur. Alors, donc la piste criminelle inclut l'accident, hein, c'est-à-dire l'accident puis ensuite dissimulation du corps, ou l'enlèvement. Voilà, il y a deux sous-catégories. Donc si on part sur un accident, là aussi il y a on va dire deux thèses, deux pistes possibles. La thèse de l'accident, de la circulation. La circulation dans le hameau, ça aussi, hein. C'est une route, il y a juste une rue principale. Donc éventuellement une collision avec un véhicule ou un engin agricole, hein, que ce soit une moissonneuse-batteuse ou un tracteur, puisque ce week-end-là, c'était la période des foins. Donc, éventuellement, l'enfant se trouve au niveau de la fontaine, hein, qui est le cœur du hameau. Il se fait percuter par une voiture ou un engin agricole. Le conducteur prend peur, panique, dissimule le corps dans le coffre ou je ne sais où, et ensuite s'en débarrasse dans un lieu que lui seul connaît. Alors, ce qui est gênant avec cette piste, ce qui est gênant avec cette piste, c'est que s'il y a eu collision, comment on peut expliquer que personne n'a rien vu ni rien entendu, alors qu'il y a des maisons à côté? Que ça se passe en plein jour, un samedi, au mois de juillet, et qu'il fait beau, hein. Donc il y a des gens qui circulent, enfin il y a des gens, même si c'est un petit hameau, il y a des familles, il y a des personnes qui marchent dans le coin. Comment on peut expliquer que personne n'a rien vu ni rien entendu? Donc là, ça contrecarre un peu cette piste. Ensuite, on a la piste de l'accident domestique. Il s'est passé, il y a eu un accident au sein même de la cellule intrafamiliale, qui ensuite, donc pour X raisons, hein, l'enfant, je sais pas, il s'est chamaillé avec ses oncles et tantes, il a été bousculé, il est tombé sur la tête, malheureusement il est décédé. Ou alors il s'est chamaillé dans la cabane, il est tombé de la cabane, voilà, il a eu un accident. On peut tout imaginer, ou il est tombé dans les escaliers, ou pourquoi pas puisqu'on nous dit que l'enfant était tournicoté un peu autour de la voiture du grand-père pendant qu'il était en train de charger le coffre hein, pour aller effectuer des réparations au niveau d'une clôture de chevaux. Pourquoi éventuellement il aurait fait une mauvaise manœuvre et il aurait pu le percuter. Bon, dans ce cas-là, accident qui aurait été dissimulé, qui aurait été dissimulé, hein, voilà, il aurait été dissimulé soit pour protéger un enfant de la famille ou carrément protéger lui-même, hein. Il aurait été dissimulé, on aurait fait croire que le petit Émile avait entre guillemets fugué, enfin était parti lui-même de la maison. Bon. Euh, alors ce qui pareil, on va dire, bah, un peu met à mal cette piste, c'est que il faut savoir quand même que les grands-parents ont alerté dans un premier temps les voisins pour dire que leur petit-fils avait disparu, donc ils ont fouillé le hameau pendant 3 quarts d'heure, et ensuite ils ont quand même contacté la gendarmerie. Donc si éventuellement ils étaient responsables d'un accident qu'ils auraient voulu dissimuler, pourquoi avoir été aussi prompt à contacter les voisins, les gendarmeries? C'est vrai que ça tient pas tellement debout. Sauf si l'accident en question est arrivé plus tôt dans la journée et qu'ils ont eu éventuellement le temps de dissimuler le corps. Mais bon, c'est vrai que ça reste un peu bon, ça reste un peu étrange. Donc la thèse de l'accident domestique, il y a également aussi la piste de l'homicide.
volontaire ou involontaire. Donc involontaire, voilà, on va dire que il y a des rumeurs, hein, alors ça ne sont que des rumeurs évidemment, qui disent que le grand-père était un peu sévère, voire violent. Est-ce qu'il n'aurait pas filé, on va dire grossièrement, une rouste à l'enfant trop forte et le petit Émile serait décédé suite à ces coups, ou bien il serait tombé, je ne sais pas, et le corps aurait été dissimulé. Mais là, on en revient au même point, c'est-à-dire que les grands-parents finissent quand même par prévenir les voisins et la gendarmerie de la disparition du petit Émile. Donc, est-ce que c'est vraiment une piste à privilégier? Difficile à savoir. Donc là, c'est dans l'hypothèse où ce serait un drame familial. Euh, on peut éventuellement aussi penser que les grands-parents ne sont pas au courant, mais qu'il s'est passé quelque chose avec les enfants. Les enfants des grands-parents, hein, qui sont les oncles et tantes d'Émile, qui sont âgés de 7 ans pour le plus jeune à, je sais pas, hein, 18, 20 ans pour les plus âgés. Est-ce qu'éventuellement le petit Émile n'aurait pas rejoint la cabane où il y avait d'autres enfants qui jouaient sur place? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu chamaillerie, il serait tombé, ou éventuellement poussé dans le ravin, il serait tombé dans le ravin, et là encore les grands-parents, pour protéger les enfants qui auraient commis cet acte, auraient prétendu que le petit Émile avait disparu et se serait perdu. Voilà, c'est une piste, hein, éventuellement. Ouais, vaut ce qu'elle vaut, pourquoi pas, on peut tout imaginer, hein. Voilà. On a également la piste de, de quelqu'un de l'entourage. Donc quelqu'un de l'entourage, que ce soit un ami de la famille ou une connaissance, quelqu'un qui côtoyait de manière plus ou moins régulière. Ce qui serait intéressant de savoir également, c'est euh, est-ce que l'enfant avait côtoyé d'autres adultes, mis à part sa famille, les grands-parents et les membres de sa famille? Est-ce qu'il a été amené à être en contact avec, je sais pas moi, une personne qui travaillait, qui proposait des activités aux jeunes enfants, type balade en poney, quelqu'un qui proposait des activités, des jeux éducatifs, enfin des jeux, des loisirs, et qui aurait été en contact avec l'enfant, l'aurait repéré et ensuite aurait décidé de l'enlever. Alors moi, ce qui me gêne dans l'enlèvement, c'est que si on part du principe que l'enfant est parti tout seul du domicile des grands-parents, comment imaginer qu'une personne étrangère à la famille, enfin qui connaît la famille mais qui ne fait pas partie de la famille, puisse préméditer à l'avance son enlèvement, sachant que l'enfant, elle ne pouvait pas savoir à l'avance si l'enfant allait sortir de chez les parents et donc surveiller de chez les grands-parents et donc surveiller ses allées et venues et savoir à quel moment elle pourrait l'embarquer. Voilà, il y a un truc qui cloche là-dedans parce qu'un enlèvement c'est quand même prémédité, c'est quand même réfléchi. Comment serait-ce possible qu'une personne extérieure à la famille puisse prévoir à l'avance que l'enfant allait sortir de chez ses grands-parents, sachant que c'était son premier jour de vacances de garde chez les grands-parents, pour ensuite aller se balader du côté de la fontaine, du côté éventuellement de la cabane, et être tout seul? Comment il pouvait le prévoir à l'avance? Il y a quelque chose qui ne tient pas là-dedans. C'est pour ça que, selon moi, c'est vraiment à chercher du côté de la famille ou du village. Parce que quelqu'un d'étranger, à moins que on nous dit pas tout et que ce jour-là, au domicile des grands-parents, il y avait d'autres personnes de présentes, en dehors des enfants et des grands-parents, mais bon, ça, on ne sait pas. Sinon, je vois pas comment quelqu'un d'extérieur à la famille aurait pu préméditer l'enlèvement. C'est pas logique. Euh, donc ensuite, euh, alors il y en a beaucoup aussi qui disent oui, mais si c'est la famille, comment ça se fait que deux témoins l'ont aperçu tout seul dans la rue au moment de sa disparition, etc. Il faut savoir donc que ces deux témoins,
Il y en a beaucoup qui remarquent qu'effectivement les deux témoignages sont, ils disent mais c'est incohérent parce qu'il y en a un qui dit qu'il monte le haut du hameau et l'autre qui descend le bas du village. Ben c'est pas du tout incohérent. L'enfant peut très bien dans un premier temps être descendu par exemple vers la fontaine, puis ensuite revenir sur ses pas, faire demi-tour et monter vers le haut du hameau à quelques mètres de là seulement pour se diriger dans la cabane qui se trouve dans un bois juste derrière les maisons. C'est pas incohérent. Ce qu'il faudrait savoir à ce moment-là, c'est à quelle heure connaître les horaires exacts euh, où les deux témoins déclarent avoir vu l'enfant, pour ainsi essayer de retracer en fait l'itinéraire de l'enfant, savoir si dans un premier temps il s'est rendu à la fontaine puis ensuite est monté vers euh, la cabane, ou si au contraire, à contrario, il est d'abord allé vers la cabane et redescendu ensuite vers la fontaine. Il faut savoir que les chiens Saint-Hubert perdent la trace olfactive du petit Émile au niveau de la fontaine. Maintenant, étant donné le nombre de personnes qui ont ratissé le village juste après sa disparition supposée, peut-être que les chiens ont perdu la trace parce que toutes ces fouilles, bah, ça a enlevé des traces olfactives, ça a brouillé les pistes, il y a des indices qui ont été détruits, etc. On ne sait pas, hein. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais éventuellement, moi je trouve que ces témoignages ne sont pas forcément contradictoires, hein. Il suffirait juste de connaître l'heure à laquelle ces deux personnes déclarent avoir vu l'enfant. Pareil, il peut très bien ensuite Petit Émile peut très bien être sorti du domicile des grands-parents. Voilà, il a fait quelques pas vers la fontaine, il est remonté vers le hameau, vers la cabane, et ensuite peut-être qu'il est tout simplement rentré au domicile des grands-parents. Qui nous dit qu'il n'est pas rentré ensuite au domicile? C'est pas, hein. Donc voilà. Et que là, il se serait passé ensuite quelque chose au sein même du domicile des grands-parents. Il serait intéressant de savoir effectivement à quelle heure exactement les témoins déclarent avoir vu l'enfant. Donc voilà pour moi un peu les pistes qui sont les plus probables. Ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est au niveau de la cabane, hein, qui se situe donc dans un bois juste derrière les maisons du hameau. Est-ce que éventuellement, si quelqu'un avait enlevé l'enfant au niveau de la cabane, est-ce qu'il aurait eu possibilité de s'échapper en dehors autrement qu'en prenant la route du village, c'est-à-dire, je sais pas moi, par un chemin pas goudronné, mais qui pourrait être praticable avec un 4x4 ou un engin, une voiture, enfin quelque chose qui permette de se déplacer, ou peut-être un vélo ou je ne sais quoi, euh, qui qui, bah voilà, qui permettrait d'échapper à la vigilance de tous les voisins qui effectuaient les fouilles pour rechercher l'enfant. Je sais pas. Alors, est-ce ils ont éventuellement regardé s'il y avait des traces de pneus sur les chemins autour de la cabane? Bon, voilà. Euh, alors après, pourquoi de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Soit il y a eu un accident qui a été ensuite dissimulé, on a dissimulé le corps, soit c'est pas un accident, c'est vraiment un enlèvement qui a été, je sais pas, prémédité, parce que je vois pas comment on pouvait savoir à l'avance que l'enfant allait sortir, sauf si c'est un enlèvement plus machiavélique que ça, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu un enlèvement prémédité au sein de la famille, ou quelqu'un de très proche qui aurait attiré, en tout cas que l'enfant connaissait cette personne, qui l'aurait attiré avec un piège ou une espèce de guet-apens, avec je sais pas, une partie de cache-cache, ou en l'attirant avec des bonbons en lui disant tiens, viens Émile, on va aller du côté de la cabane, il y a machin qui est là-bas, on va jouer à cache-cache, il y a des bonbons et tout ça, qu'on l'aurait attiré sciemment là-bas pour ensuite l'enlever, éventuellement. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment. Enfin, les suspects sont vraiment à chercher du côté de la famille, de l'entourage proche, du voisinage.
c'est pas quelqu'un d'étranger, c'est pas possible. Voilà, donc malheureusement pour l'instant on n'en sait pas plus, on ne sait pas ce que ça va donner, mais malheureusement 2 mois après on n'a toujours absolument aucune nouvelle piste clairement envisageable, enfin clairement envisagée plutôt. Donc voilà. Ce que j'ai vu aussi, c'est que dans ce hameau, on a également un gîte, donc un genre de maison d'hôte, hein, qui se situe vraiment juste à côté de la maison des grands-parents. Donc il serait aussi intéressant de savoir qui était présent dans ce gîte. Est-ce que ce gîte accueillait des touristes au moment où le petit Émile a disparu pour éventuellement voir s'il n'y avait pas un lien entre les personnes qui auraient été présentes au gîte et sa disparition. Mais bon, ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes. Mais tout ça pour dire que dans ce hameau, bon, il y avait quand même certaines personnes qui étaient présentes, qui ne faisaient pas forcément partie du hameau, mais qui étaient peut-être sur place, donc à creuser aussi. Mais bon, je pense que les enquêteurs ont, ont envisagé toutes ces pistes, hein, bien sûr. Euh, mais ouais, difficile de se faire une opinion là-dessus. Euh, c'est vraiment très flou. Donc ensuite, les motivations de l'enlèvement, donc si c'est pas un accident, euh, alors, on peut imaginer 36 motifs différents, hein. Un enlèvement pour nourri par une vengeance envers la famille, une jalousie, une rancœur, hein, peut-être en lien avec les incendies d'origine criminelle qui avaient été commis dans le hameau du Boulard, hein, distant d'une douzaine de kilomètres du hameau du Vernet, où c'est vraiment un tout petit patelin, hein, même pas accessible en voiture ou alors vraiment en 4x4 puisque la voie est difficilement carrossable, composé de 6 ou 7 habitations tout au plus, dont certaines appartenaient aux arrière-grands-parents d'Émile. Puisqu'on rappelle que dans les années 60, en 1967, les arrière-grands-parents d'Émile ont acquis des habitations dans ce hameau qui était en ruine, hein, qu'ils ont retapé au fil des ans, qui ont amené ensuite leur famille et ont passé des étés ensemble avec d'autres personnes qui partageaient un peu leur vision des choses, hein, une petite communauté qui apparemment au fil des années et des décennies se serait peu à peu délitée, c'est-à-dire que les amis, hein, qui s'étaient réunis en communauté se tiraient dans les pattes et ne pouvaient même plus se supporter. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec des vengeances beaucoup plus anciennes et on aurait voulu s'en prendre à l'enfant pour atteindre la famille? Bon, éventuellement, mais on se retrouve toujours avec le fait de, si c'est ça, si c'est vraiment un enlèvement de quelqu'un d'extérieur à la famille, comment pouvait-il savoir à l'avance que l'enfant allait se retrouver seul? Si on se base sur ces deux témoins qui apparemment, d'après les enquêteurs, restent assez cohérents et restent fiables, hein, puisque ils ont, en tout cas, ces témoins n'ont pas été mis de côté par les enquêteurs, donc c'est qu'ils considèrent ces témoignages suffisamment fiables et crédibles pour ne pas être écartés de l'enquête. Et j'ai même vu d'ailleurs que ces deux témoins, donc l'un un ado d'environ 16 ans et l'autre un sexagénaire, qui sont donc dans deux habitations différentes, seraient vraiment dans des habitations toutes proches de l'habitation des grands-parents. Vraiment à côté ou mitoyens, donc vraiment c'est normal qu'ils aient vu en fait l'enfant sortir puisqu'ils étaient vraiment juste à côté. Donc potentiellement ce sont des témoignages pas farfelus et effectivement il l'aurait bien vu tout seul. Maintenant c'est vraiment cette affaire, c'est à ne rien y comprendre. Tout ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il s'est sûrement passé quelque chose au sein de la famille ou vraiment dans un entourage très proche et que la clé du mystère réside vraiment dans ce hameau et dans cette famille. Euh, voilà. Alors espérons que l'enquête finisse par aboutir sur quelque chose, du moins qu'ils aient une piste vraiment concrète à suivre.
qui débouchera ensuite sur quelque chose et que enfin les gens, là où les personnes qui savent des choses, qui sont responsables et qui ne parlent pas finissent par avouer, hein, qui crachent la vérité en garde à vue, qui finissent par dire réellement ce qui s'est passé, parce que là, ça devient intenable. Il faut vraiment espérer que dans les jours et semaines à venir, on connaisse enfin la vérité pour ce pauvre enfant. Voilà, affaire à suivre.